Au sommaire de cette édition, la courte victoire du parti au pouvoir aux législatives de février aux Comores. Il remporte 8 sièges sur les 24 à pourvoir. Quatre morts, dont un Français et un Belge. C'est le bilan d'une fusillade qui a eu lieu dans un restaurant à Bamako, au Mali. Enfin, les États-Unis commémorent le 50e anniversaire de la marche de Selma, une ville devenue le symbole de la lutte non violente pour les droits civiques. Bienvenue à toutes et à tous. Le parti du président comorien Ikililou Douanine a remporté d'une courte tête les législatives de février. Il devance de très peu le parti populiste de l'ancien chef d'État Ahmed Abdallah Sambi, selon les résultats définitifs publiés vendredi. Voici plus de précisions dans cet élément. Sur les 24 sièges qui étaient à pourvoir au suffrage universel, l'Union pour le développement des Comores, parti du président en exercice, a remporté 8 sièges contre 7 pour le parti de l'ex-président Sambi, d'après les résultats définitifs proclamés en fin de journée vendredi par la Cour constitutionnelle. C'est le fruit des efforts que nous avons fournis pendant ces derniers temps, mais aussi à l'ouverture avec laquelle nous avons fait preuve avec les autres formations politiques, mais aussi la confiance que la population nous donne dans nos différentes régions. La Convention pour le renouveau des Comores de l'ancien président Assoumani et le Rassemblement des démocrates comoriens du gouverneur de l'île de la Grande Comore, Baraka, sont arrivés en 3e position avec 2 élus chacun. Le parti de l'entente comorienne et le RADI ont obtenu 1 député chacun. Les autres élus sont des candidats indépendants ou supposés-tels. À ces 24 députés élus au suffrage universel viendront s'ajouter 9 autres issus des conseils insulaires à raison de 3 par île. Au Mali, un attentat a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans un restaurant de Bamako, la capitale. Un attentat fermement condamné par le chef de la mission de l'ONU au Mali qui dénonce une attaque odieuse et lâche. Le dernier bilan fait état de 5 morts, dont 2 experts internationaux travaillant avec le service des Nations Unies de lutte contre les mines. 8 autres blessés sont à déplorer, parmi lesquels des ressortissants suisses, dont une femme très grièvement blessée. Le Cameroun a rendu hommage à 38 de ses soldats tués ces derniers mois par le groupe islamiste Boko Haram dans l'extrême nord du pays. C'était hier vendredi lors d'une cérémonie officielle à Yaoundé. Les cercueils des 38 soldats tués lors des combats contre Boko Haram ont été exposés en présence des familles des victimes et d'officiels. Un autre militaire a perdu la vie en Centrafrique dans le cadre de la mission onusienne de sécurisation du pays. Ceux qui ont été tués dans la lutte contre Boko Haram sont morts à l'occasion d'une vingtaine d'attaques, des attaques qui ont eu lieu entre le 13 décembre 2014 et le 25 février dans plusieurs localités frontalières du Nigeria, notamment Fotokol, Kolofata et Amchide. Chacun des militaires décédés a reçu à titre posthume la médaille de la vaillance, une distinction qui reconnaît sa bravoure. Notons que 2 capitaines et des élèves sous-officiers font partie des militaires tués. Le plus jeune d'entre eux avait 22 ans. Le Cameroun a déployé son armée dans l'extrême nord en août 2014 pour faire face à la multiplication des attaques de Boko Haram dans la région. Plus de 60 militaires ont déjà été tués lors des incursions des insurgés nigériens, selon une estimation des autorités camerounaises. Par ailleurs, l'armée camerounaise affirme avoir fait des milliers de victimes dans les rangs de Boko Haram, des chiffres cependant invérifiables. 2 anciens amis politiques de Robert Mugabe, évincés de son parti fin 2014, défient en justice le vieux président zimbabwéen. Ils estiment que le congrès de décembre dernier était illégal. Ce congrès, on s'en souvient, a reconduit Robert Mugabe à la tête de sa formation politique et désigné par la même occasion son épouse Grace comme chef de la branche féminine du parti. Voici les détails.
Rougaré Gombo, ancien porte-parole de la ZANU-PF, épaulé dans sa démarche par Didymous Moutassa, lui-même ancien secrétaire administratif du parti, souhaite que le tribunal invalide le dernier congrès du parti au pouvoir au Zimbabwe. Selon eux, le congrès de décembre dernier qui a reconduit Robert Mugabe à la tête de la ZANU-PF était illégal et ne respectait pas les procédures. Ils estiment que ce congrès s'est tenu en violation des règlements du parti et de la Constitution, car beaucoup de gens y ont été victimes de suspension au mépris de la procédure normale sans être traduits devant un tribunal ou un comité. En effet, plusieurs hauts responsables du parti avaient été évincés dans les semaines précédant le congrès. Les victimes étaient toutes considérées comme des proches de l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru, tombée en disgrâce après avoir été violemment attaquée par la première dame du Zimbabwe. Grace Mugabe l'a accusée de corruption et même d'avoir comploté pour renverser le président. Les deux plaignants accusent en outre l'épouse du président d'avoir semé la discorde entre les dirigeants de la ZANU-PF. Précisons que la Cour n'a pour l'instant fixé aucune date pour examiner la plainte. Intéressons-nous maintenant au dernier jour des plaidoiries dans le procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Selon Maître Toussaint Dako, l'un des avocats de la défense qui a plaidé l'acquittement vendredi, le procès de l'ex-première dame ivoirienne est celui du néocolonialisme français en Afrique. Voici les explications de Toussaint Dako, membre donc du collectif des avocats de la défense. L'acquittement, ça serait la meilleure solution. Ça pourra permettre aux rancœurs de s'estomper, ça pourra permettre de pardonner véritablement et ça pourra permettre de nous mettre ensemble pour que nous puissions faire évoluer la Côte d'Ivoire. On a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de travailler en paix parce que tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Et on ne peut pas tourner en rond avec les histoires de fusils, avec les bagarres inutiles, avec la violence. Qu'on se pardonne les uns les autres et que nous apprenons à vivre véritablement ensemble pour que nous puissions construire une véritable nation qui est faite de cette volonté de tout le monde d'être et de vivre ensemble. Les membres des deux parlements rivaux libyens ont repris jeudi des discussions indirectes au Maroc. L'objectif est de pouvoir former à terme un gouvernement d'unité nationale dans ce pays en proie au chaos. Une réunion entre les deux parlements rivaux libyens a débuté jeudi près de la capitale marocaine avec l'espoir de trouver une personnalité nationale pouvant diriger un gouvernement d'unité nationale. Cette rencontre qui se tient à Skira, une station balnéaire proche de Rabat, se déroule dans un état d'esprit positif et constructif, selon l'émissaire de l'ONU en Libye qui tente depuis des semaines de rapprocher les deux parties. La rencontre doit se poursuivre vendredi. We are going to discuss in the coming days first of all the unity government. Nous allons discuter dans les prochains jours d'abord du gouvernement d'unité et ensuite des questions de sécurité. Ce sont les deux questions les plus urgentes. Nous allons aborder d'autres questions évidemment dans le cadre de nos discussions, notamment le calendrier des prochaines rencontres, mais ces deux éléments aujourd'hui sont notre priorité. Confiance dans la sagesse des Libyens. Je pense que les Libyens ont démontré plusieurs fois dans le passé qu'ils sont capables de se mettre d'accord entre eux quand ils veulent. Et je pense qu'ils sentent tous la pression qu'il faut faire ça maintenant parce que aussi la pression terroriste devient toujours plus importante. Et j'espère que les États de la région et enfin de la communauté internationale en général soutiennent les Libyens. Rappelons que des représentants des deux parlements avaient déjà tenu le 11 février à Ghadamès dans le sud libyen des discussions indirectes sous l'égide de l'ONU, les premières du genre depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Outre les violences impliquant les milices et les forces gouvernementales, la Libye est le théâtre depuis plusieurs semaines d'une série d'attaques revendiquées ou attribuées au groupe État islamique qui contrôle des pans entiers de territoire en Syrie et en Irak. Notons que le gouvernement libyen reconnu a de nouveau demandé mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU d'assouplir l'embargo sur les armes afin de lui permettre de mieux lutter contre les djihadistes.
50 ans après la marche de Selma réprimée dans le sang, l'Amérique se tourne de nouveau vers cette petite ville de l'Alabama, une ville devenue sous l'impulsion de Martin Luther King, symbole de la lutte non violente pour les droits civiques. C'est ici qu'on a organisé la première grande réunion, juste là, dans ce bâtiment. En 1965, Henry était un jeune activiste dans une Amérique encore ségrégationniste. Le 7 mars, il décide avec 600 autres manifestants de marcher de Selma à Montgomery, dans l'Alabama, afin de demander l'égalité du droit de vote pour les Afro-Américains. Une tentative qui va tourner court. Pour ceux qui étaient en plein milieu du cortège devant le pont, il y avait ce sentiment d'anticipation. Après, ils ont commencé à pourchasser les manifestants vers l'église. Et puis, ils se sont mis à taper les gens, à les battre. Ça a duré toute la nuit. Sur le pont Edmund Pettus, la manifestation est réprimée dans le sang par les forces de l'ordre. L'événement télévisé bouleversera l'Amérique. À l'appel de Martin Luther King, une deuxième marche voit le jour, un tournant dans la lutte pour les droits civiques, selon Loretta. On avait été tabassés, emprisonnés, on savait qu'on allait soit survivre, soit mourir. On avait atteint un point où cela nous était égal. Il faudra attendre la troisième tentative pour que la marche atteigne enfin Montgomery. Des manifestations qui déboucheront sur le Voting Rights Act, garantissant à tous le droit de vote. Le révérend Frédéric Ries marchait aux côtés de Martin Luther King il y a 50 ans. Il se souvient de l'ampleur du défi. Nous allions vraiment à l'encontre des idées établies, des habitudes de supériorité. Et le fait que certains venaient remettre ça en cause, c'était vraiment un événement. Cette lutte pour l'égalité du droit de vote, plusieurs activistes l'ont payé de leur vie. Mais pour ceux qui perpétuent aujourd'hui la mémoire, un réconfort, le premier président noir des États-Unis viendra samedi se recueillir, là même où ils se sont battus, il y a 50 ans. Retour sur le continent africain pour parler cinéma. Le film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, qui décrit la vie dans le nord du Mali sous le règne des djihadistes, a récolté un tonnerre d'applaudissements au FESPACO à Ouagadougou. La fiction a attiré une grande foule. Plusieurs spectateurs venus des heures avant la projection n'ont pu entrer dans la salle. 7 fois primé aux cérémonies des Césars en France et nommé dans la catégorie meilleur film étranger à la cérémonie des Oscars aux États-Unis, Timbuktu, le film du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, était attendu à la 24e édition du FESPACO à Ouagadougou. Les 400 places de la salle de projection ont été prises d'assaut et ce malgré les patrouilles de la police dues au contexte particulier du film. Timbuktu raconte la vie quotidienne dans le nord du Mali sous la coupe des djihadistes qui l'ont contrôlé plusieurs mois entre 2012 et 2013. Je trouve extraordinaire cette affluence. Je pense que le FESPACO a eu raison de programmer le film Timbuktu. Et la population de Ouagadougou a bravé tout ce qu'on pouvait avoir comme peur pour être là pour la liberté d'expression. C'est extraordinaire. Le film là, c'est trop émotionnel parce que vous voyez, moi déjà j'ai des larmes aux yeux. Parce que je pense que les gens doivent prendre ce film là au sérieux parce que c'est un très grand film. Les gens doivent savoir que c'est la réalité. C'est ce qu'on a vécu, c'est pour ça que j'ai des larmes aux yeux aujourd'hui. Le film a atteint son objectif, réussir à rassembler des hommes et des femmes de tout rang sur le sujet d'actualité que constitue la prise d'otages et le djihadisme en Afrique. À travers le FESPACO, c'est comme si c'est toute l'Afrique qui regardait ce film ce soir. Et ça a même pris du temps parce que le film était un peu partout dans le monde. Et ça n'arrivait pas encore de façon forte en Afrique. Et ce soir, croyez-moi, j'ai jamais été aussi ému et bouleversé et touché. Donc pour moi, cette projection est une victoire en soi. L'édition 2015 du FESPACO est la première depuis la chute du président Blaise Compaoré en octobre dernier, à la suite d'une révolte populaire. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.